Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec des invités exceptionnels pour lancer la première matinale post-Cannes, puisque nous avons avec nous Philippe Gariepi et Pierre-Olivier Gravel. Bonjour à vous deux. Bonjour, bon matin. Bon matin. On a tout débranché, on est parti au Festival international des Jeux de Cannes, c'était extraordinaire, vous avez eu la chance d'être là avec nous également. Et là on se retrouve chez nous, tranquillement, bien installés pour reprendre les matinales et on profite du fait que vous étiez à Cannes et que vous repartez que demain, vous prenez l'avion, que demain pour pouvoir enregistrer une émission avec vous. Alors c'est vrai qu'on reprend vite, du coup vous avez eu la chance de me voir régler 12 000 trucs avant le démarrage de cette émission parce que je me rends compte de tout ce que j'ai oublié de brancher, parce que tout l'équipement il nous a accompagnés au Festival de Cannes. On reprend vite, mais on reprend avec plaisir aussi parce que c'est une vraie... Moi je suis ravi de vous recevoir au chalet, d'avoir l'occasion de partager avec vous ce moment-là, parce que ça fait un petit moment qu'on vous connaît chez Next Move, Plan B autrefois. Oui, exact. Ouais, ben en fait c'est ça, si je peux reprendre ce que tu disais, oui auparavant c'était Plan B, puis on était sous plusieurs labels, donc il y avait Pretzel, Eggerspiel, Next Move, Et Plan B. Et Plan B, ouais. Et Plan B, ouais. Donc on faisait des jeux et on les plaçait sous le bon label, et ensuite on s'est dit, on va juste faire un label, on va tout mettre dans le même truc, puis on va appeler ça Next Move, c'est ce qui est le plus connu, entre guillemets, et voilà, ça a fait plus appel au jeu aussi que Plan B, ça fait un peu plus jeu, donc c'est pas plus compliqué que ça. Alors, cette maison d'édition, elle a évolué avec le temps. Est-ce qu'il y avait des bases de l'ex-Philosophia qui était aussi située à Montréal, qui a aussi été fondée par Sophie Gravel. Est-ce qu'il y a un lien de famille d'ailleurs entre toi et Sophie Gravel? Parce que je vois Pierre-Olivier Gravel. Ouais, c'est le même nom, mais aucun lien de famille. Aucun lien de famille. Aucun lien de famille, ouais. C'est un nom assez répandu à Montréal. Peut-être. Elle disait que oui. Moi, je suis pas tant croisé d'autres Gravel. Des fois, il y a des garages qui s'appellent Gravel, donc des vélos. Complètement autre chose. Ouais. Mais non, aucun lien de famille. Mais oui, ça partait de Philosophia, toutes les mêmes personnes qui partent et qui reviennent. Donc, toutes des gens qui se connaissent, qui ont été là à différentes étapes de leur vie. Donc, c'est très cool de voir que depuis le début, il y a des gens qui ont continué ça. Ouais. On nous dit que l'absence de brouhaha fait bizarre. C'est Guillaume qui nous dit ça, qui était avec nous sur Cannes. On s'est habitué à avoir du bruit derrière nous. Alors, d'ailleurs, sur Cannes, nos micros sont vraiment juste en face de la bouche pour bien éviter de capter autre chose. Et puis, ils sont pas... on les rend les plus sensibles possible, donc vraiment ils captent que ce qu'il y a juste devant. Et ici non, ici on peut les éloigner un petit peu plus, on profite de vos visages, de vos nez un peu rouges aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est la réalité de Cannes, hein? Oui. C'est le petit bonus de départ. Vous l'avez eu, forcément, il y a plein de virus sur Cannes, je touche du bois. De notre côté, pour l'équipe, on n'a pas eu de virus pour l'instant, mais normalement, ça fait partie des souvenirs qu'on ramène. Ouais. Donc Philosophia, c'est une maison d'édition qui a été fondée par Sophie Gravel il y a maintenant pas mal d'années, qui a marqué, effectivement, qui a été rachetée par Asmodée. Mm-hmm. Et à la suite de cette maison d'édition, Sophie Gravel a fondé Plan B. Exact. Qui est vraiment la vraie base de Next Move. C'est un deuxième projet. Il y a eu un petit temps entre les deux, il me semble d'ailleurs. Hein. C'était pas direct. Je crois qu'elle c'est ça, comme tu as dit, elle a reparti son truc pour être à l'extérieur de Asmodée. Et finalement, au final, on y retourne. On retourne chez Asmodée, puis c'est une grande équipe, puis je suis très content qu'on est là-dedans, parce que le bureau à côté, on a accès à aller faire tester des trucs chez Asmodée Canada, donc on peut avoir du feedback direct, c'est super pratique. Oui. Asmodée, donc c'est vraiment le bureau d'à côté, vous êtes dans les mêmes locaux. C'est le même bureau. C'est le même bureau. C'est le même bureau, oui, parce que forcément, il y a des relations entre les deux. Donc, Plan B, ça a existé avec... C'est quoi les premiers jeux qu'on a remarqué chez Plan B? C'était Century. Ouais. C'est Century. Il y avait Azul déjà ou c'était Non, Next c'est Move? juste après. Century, c'était en 2016 et Azul, c'est en 2017. Mais c'était bien Plan B. Mais c'était bien Plan B. C'était bien Plan B. Et toi, tu es arrivé quand? Moi, je suis arrivé il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Ça fait pas très très longtemps. Donc, tu n'as pas tout cet historique-là en vécu. Et puis toi? 5 ans et demi. 5 ans et demi. Donc là, tu étais sur Plan B, toi? Oui, exact. En 2020, en plein dans la COVID. Ça faisait comme déjà quelques années que Azul était là. Je suis arrivé à l'époque, il y a Equinox qui avait sorti, je sais pas. Equinox de Rainer Knizia. Ouais. Super jeu. Je suis arrivé direct là-dedans, puis voilà. Alors, sur
Les voix descendent dans les graves et la douleur, plus les jours passent à Cannes. Sur Cannes, oui, mais là je crois que ça va, moi. J'ai pas... C'est vrai qu'il y a certains jours où j'avais la voix plus grave. Mais c'est plus le fait d'avoir beaucoup parlé et d'avoir parlé fort. Oui. Parce que là, on est obligé de s'exprimer énormément sur un festival comme celui de Cannes. Forcément, on fait des émissions, on fait tout ça, donc ça amène à discuter. Vous connaissez bien les jeux Next Move, ceux qui nous suivent sur le chat, je ressens le débat. Hein. Est-ce que vous êtes amateur? Parce que nous, qui suivions déjà le monde du jeu et qui étions très attentifs à tout, le rachat de Philosophia d'une part, puis après de Plan B, c'est des choses qui nous ont marqués, et on doit dire qu'on a été très très impressionnés par le talent de Sophie Gravel à retrouver des jeux directement qui ont aussitôt attiré l'attention, fait parler, gagné des As d'or, parce que ça a été le cas aussi, et Century a marqué, effectivement. Moi je suis assez attaché à Century, je sais pas s'ils vendent toujours aujourd'hui, oui, il est toujours édité. Bon, oui. Oui, mais bon, en fait, le contrat de l'auteur, il y avait un certain minimum de quantité à respecter ou qu'on est passé en dessous, donc l'auteur a repris les droits de Century, malheureusement. Ah bon? Oui. Et il y aura une suite, du coup, il a pris des droits, c'est pour en faire quelque chose? Sûrement, on espère pour lui, parce que c'est un très bon jeu. Ouais. Mais bon, c'est malheureux pour nous, mais... Ah bah oui, ça je veux bien le croire. Oui, c'est pas idiot ça, cette histoire de chiffres, je sais pas si ça se fait assez régulièrement, si vous le faites systématiquement, mais je trouve ça plutôt sécurisant. Il n'y a pas beaucoup de sécurité pour un auteur en fait quand il signe un jeu. Ouais. Cette possibilité d'avoir un nombre limite de ventes, ça permet à... C'est Matsumoto l'auteur de... Non c'est... Je dis de tête, mais alors je suis pas sûr du tout. Ah, son nom m'échappe. Moi j'aurais dit... c'est un nom de ce genre-là. Ouais. C'est... On va nous on dire pourra regarder, mais... Sur le chat, on va nous le dire, parce que les gens sont très réactifs. D'ailleurs, c'est pas bien de faire ça de tête comme ça. C'est systématique, nous dit Matsushi. Ouais. Exact. Et ça, c'est son prénom ou son nom de famille? Son nom de famille. Emerson, ouais, ok. Exact. Emerson Matsushi. Merci, ok, chat. merci beaucoup, Johan. Et excellent auteur, il a fait quelques très très bons jeux. Nous, on aime bien aussi le jeu sur les fondations de Rome, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est assez exceptionnel. Il a été édité dans une version qu'on peut se procurer, mais il a été édité dans une version incroyable également, avec un matériel de fou imprimé en 3D que Johan a. Je suis extrêmement jaloux de cette boîte. Et effectivement, oui, bon, peut-être qu'il a d'autres projets avec Century. On a été impressionné aussi par Azul, As d'or, rachat de nouveau d'Asmodée de Next Move. Et aujourd'hui, Sophie Gravel a une nouvelle maison d'édition d'ailleurs. Oui, je sais pas s'ils vont faire que du jeu, ils ont sorti Inc. Ils ont sorti Inc. Là, tout à fait récemment, effectivement, sur cette maison d'édition plus petite, je crois, à taille humaine, avec peu de personnes à l'intérieur pour développer les jeux. Et alors, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Je ne sais pas. Là, on suivra. J'aimerais beaucoup attirer Sophie Gravel pour nous raconter toutes ces histoires-là au chalet, d'autant qu'elle est assez régulièrement en France, je crois. Il me semble qu'elle passe la moitié de l'année ici. Ça fait partie des achievements de la chaîne. Faut savoir Sophie Gravel. Oui, c'est toutes les histoires du monde du jeu auxquelles on est forcément nécessairement attaché et qu'on a envie de partager avec vous, puisque c'est un peu l'objectif de cette chaîne, de partager des bons moments avec ceux qui incarnent le monde du jeu, qui nous proposent des jeux auxquels on est particulièrement attaché. Et là, vous venez aujourd'hui, on va en reparler plus en détail forcément, pour un jeu all-in qui a été présenté sur le salon. Première question, ça s'est passé comment ce salon de Cannes? Parce que pour tous les deux, c'est la première fois que vous étiez non pas à Cannes, mais sur le stand Next Move. C'est ça. Moi, c'est ma deuxième fois. Ça, c'est ta deuxième fois. Mais l'année passée, je suis venu à titre personnel, puis cette année comme professionnel. Ça a super bien été en ligne, les tables étaient tout le temps pleines, on a eu des fils, l'accueil était super bon, même au niveau des ventes dans la boutique Asmodée, ça dépassait nos attentes. Les gens ont beaucoup aussi apprécié les petites cartes à gratter qu'on donnait pour avoir des goodies. Fait que pour nous, c'est que tout est ouvert et que du positif pour All In sur Cannes. C'était vraiment le jeu qui était mis en avant ou il y avait plus de jeux accessibles? Sur Next Move? Ouais. Non, c'était que C'était que 100% all-in. Il y avait Azul qui était à l'étage supérieur avec les autres classiques comme Ticket to Ride, Catan et compagnie. Mais sinon, sur le stand de Next Move, c'était uniquement all-in. D'accord. On est allé all-in sur all-in. Et avec des grands affichages, parce que j'ai vu, quand on montait le grand escalier pour aller sur la zone le niveau 0 du festival, le rez-de-chaussée,
Pas le bon terme. Mais quand on montait le grand escalier, il y avait un grand écran juste au-dessus, c'était 100% all-in. Non, c'était pas un écran, c'était une bâche, non? C'est une bâche. Ouais, une bâche, ouais. Une grande bâche qui était disponible. Bah oui, forcément, le jeu était particulièrement mis en avant et il y avait du monde en permanence donc, sur les tables. Ouais, on est très chanceux. Les peu de fois que j'ai réussi à me libérer pour passer devant le stand, il y avait toujours pas mal de monde, donc c'était très cool à voir. Il est là, juste derrière le petit all-in. Regardez les prédictions. Il sort quand ce jeu-là? Phil Walker Harding. Vendredi, le 13 mars. Le 13 mars, donc ça arrive. Oh là, vendredi! Oui. Je suis en train de... Parce que moi, pendant ce temps-là, je réfléchis dans ma tête, c'est tiens, on n'a pas encore tourné la vidéo, il faut la tourner et la monter pour le 13 mars. C'est dans 10 jours. Et on a Rachel, si tu regardes cette émission, on a cette vidéo à caler en plus dans notre planning. Le menu n'est pas à jour. Si, ça y est, hop, tiens, on va avancer sur All-in. Mais juste avant, quand même, j'ai annoncé en mettant dans le mauvais ordre vos fonctions chez Next Move. On va s'attarder un petit peu plus dessus. Toi, tu es sur le développement. Ouais, exact. Donc tu travailles, vous êtes combien à travailler sur les jeux? On est 3 développeurs, ouais. 2 graphistes, une DA, un chef de projet, puis Philippe marketing avec une graphiste bientôt. Oui. Ouais. Voilà. Et 3 pour faire le développement, ça veut dire comment ça fonctionne? Parce que là, All-in, c'est toi particulièrement qui as travaillé dessus ou... Ouais, c'est surtout un travail d'équipe, mais c'était moi qui étais attitré à ce projet-là spécifiquement. Ouais. Puis on se lance la balle. Donc quand je suis coincé sur un truc, on se réunit, on bande des idées, puis après ça, je travaille avec l'auteur aussi. C'est toujours idéalement une collaboration avec l'auteur. Donc c'est lui qui nous est arrivé avec ce bébé. Puis là, nous, on a mis un thème. Puis après ça, en bon français, du back and forth. Ouais. Puis après ça, avec l'équipe, on bondit, est-ce que c'est bon? On teste. Puis après ça, il y a l'incroyable travail de Dan Gartman qui a aidé à rendre ça possible, en fait. C'était un vrai bijou de travailler avec lui. Donc, un petit shout-out à Dan qui a rendu ce projet vraiment meilleur que j'aurais pu penser. On avait une idée en tête, mais il y a comme... Ouais, c'est un coup de circuit là, pour moi à ce niveau-là. C'est vraiment joli. Oui, très très chouette. Regardez, on vous montre la boîte d'un petit peu plus près. Hop, on a plein de choses à vous montrer sur ce jeu. Vous l'avez vu, subtilement, je remets mes menus à jour et tout ça au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses à régler en réalité, quand on lance une matinale. Et là, le retour de Cannes, il y en a encore plus à remettre en œuvre. On a beaucoup joué par l'intermédiaire de Franck en France. Oui, c'est vrai que Next Move fait partie des fameux 5 studios de Lab 4 Game. Oui. Et en France, le jeu est défendu. Nous, on a eu l'occasion, j'y ai joué à Toulouse, moi, l'année dernière. Franck l'avait avec lui, on y a joué. Donc Franck, il est plutôt Days of Wonder. On a tendance à dire que c'est un héritier de Days of Wonder, mais il ne travaille pas que sur les jeux Days of Wonder. Par exemple, il a travaillé sur Superstore 3000, qui n'est pas Days of Wonder. Je crois que c'était quoi? C'était un Space Cowboy, Superstore 3000. Exact. C'est un peu en fait la force de la 4 Game, c'est qu'eux ils vont défendre les jeux de Next Move en Europe et nous, de même, on va défendre leurs jeux au Canada et en Amérique du Nord. Fait que c'est la force d'être un groupe. Ouais. Bah oui, c'est important en réalité d'avoir une équipe derrière. Et l'été dernier, voire celui d'avant, je ne sais plus, on y avait joué avec, sans doute l'été dernier, avec Monsieur François qui nous l'avait présenté lors du sommet des jeux. Donc on a eu l'occasion de le découvrir plusieurs fois, ce All-in. Et Monsieur François, lui il est labellisé rien, il n'est pas spécialement Space Cowboy ou Days of Wonder, il fait de la recherche pour l'ensemble des studios. D'ailleurs, je ne sais pas comment il a été trouvé ce jeu. Phil Walker Harding, j'imagine que c'est Phil Walker qui l'a présenté directement. Ouais, exact. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était à Gathering. Ouais, Philippe. Il y a 2 ans. Puis il est arrivé sur nos tables. Un petit proto avec un jeu de cartes. Il se prenait pas pour personne, on se met à jouer, puis on est comme « Ah, mais c'est super ça, cette mécanique à Fantasy Realms de poker. » Fait que on a mis les 2 mains là-dedans, puis voilà. Et le voilà, Pauline. Philippe, tu vois, tu travailles sur la communication plus particulièrement. Alors, en quoi ça consiste? Sur le marketing. Sur le marketing, ouais. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment de définir la stratégie marketing pour le lancement de nos jeux et de coordonner un peu le tout, que ce soit avec l'événementiel, donc Cannes, l'équipe des communications qui travaille beaucoup avec les médias, les influenceurs,
que ce soit aussi avec les différents distributeurs pour s'assurer qu'ils communiquent bien sur le jeu, que tout soit prêt, qu'il y ait tout le matériel promotionnel du jeu. Fait que c'est vraiment un rôle un peu chef d'orchestre pour s'assurer qu'on ait le meilleur lancement du jeu possible, aussi la suite. C'est un métier, tu fais bien de dire marketing, parce que c'est un métier qu'on connaît mal en réalité. On a tendance à y attribuer des fonctions qui sont parfois superficielles d'ailleurs dans la façon de voir les choses. Et il y a tout un plan d'action qui est organisé sur un jeu comme ça. Comment tu t'organises? Tu as un calendrier avec des points clés? Oui, en fait, environ 6 mois avant le lancement du jeu, c'est là qu'on va commencer à faire le plan. Puis on a un peu des étapes à suivre d'annoncement, après ça, de lancement, de pré-vente, d'activation marketing, des événements clés qu'on veut assister, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant, entre autres à Cannes, le truc qu'on a fait avec les cartes à gratter, c'est un exemple d'activation marketing. Les cartes à gratter, j'ai pas vu ça moi. En fait, quand tu jouais à All-In à Cannes, on te donnait une carte à gratter et ça révélait, c'est des cartes qu'il fallait gratter, 5 cartes, et ça révélait une combinaison. Puis en fonction de la combinaison que tu avais, tu avais un goodies différent. Donc, une paire, ça te donnait, je crois, de mémoire, un marque-page, mais une straight flush, ça donnait une boîte gratuite du jeu. Fait qu'on avait 8 goodies comme ça. C'est des activations comme ça qu'au marketing ont réfléchi. Puis aussi, en fait, pour All-In, un mois avant le lancement, on a envoyé plus de presque 600 boîtes dans les boutiques démo pour faire tester et que les vendeurs connaissent bien notre jeu. Ah, c'est une très bonne idée. On y avait pensé, nous, les cartes à gratter. On n'a pas eu le temps de le mettre en place sur Cannes, mais on est tombé là-dessus à un moment dans ce que les imprimeurs proposent comme outil de communication ludique. Et c'est une super bonne idée de l'avoir utilisé sur eux. J'aurais bien aimé voir. T'en as ramené là? T'en as encore? J'ai des photos que je peux t'as des photos. Je regarderai les photos après parce que je suis curieux de voir comment vous l'avez appliqué, cette très très bonne idée sur ce jeu-là, sur le festival de Cannes. Comment tu es arrivé chez Next Move? Mais en fait, moi, à base, c'était ma passion, le jeu de société. Puis avant ça, j'ai travaillé pour des grandes marques dans le commerce de détail, comme marketing au Canada. Et en fait, je me questionnais sur qu'est-ce que je voulais faire un peu de ma vie. Puis pour moi, c'était clair que c'était dans le jeu. Donc, j'ai contacté les ressources humaines chez Asmodee Canada pour dire « Coucou, j'existe ». Et ils m'ont contacté environ 2 mois plus tard pour me dire « Il y a un poste chez Next Move, si ça t'intéresse, postule ». J'ai postulé et 1 mois plus tard, je suis arrivé. C'était parti. Et tu regrettes ou pas? Non, non, mais c'est filmé, c'est compliqué de dire « Ah là là, non, je voulais pas du tout faire ça, je sais pas ce que j'ai fait. » Alors c'est parce que c'est le domaine dans lequel on aime passer nos loisirs. Parfois c'est dangereux presque d'en faire son métier parce que au quotidien on se retrouve dans ce milieu-là. Souvent on nous pose la question, nous on l'a eu beaucoup, on a eu la chance de vous croiser, donc c'était un bonheur de voir toutes les personnes qui s'intéressent aux jeux de société venir nous voir et nous poser la question: est-ce que vous en avez pas marre parfois de jouer? Est-ce que c'est pas trop lourd? Ce à quoi nous on répond, mais on joue. Si je ne faisais pas la chaîne YouTube, je jouerais plus, sans doute, parce que j'aurais plus de loisirs. Et là, c'est tellement prenant, ces métiers passion, que finalement, on a beaucoup de petites tâches qui ne sont pas du jeu, qui sont d'autres choses, qui sont du montage, qui sont de la préparation, qui sont du journalisme. Il y a pas mal d'autres choses à faire. Après, nous, chez Next Move, dans les studios, on rejoue tout le temps au même jeu. Une fois qu'il est signé... On le teste. Donc après, quand j'arrive à la maison, j'ai envie de jouer à des jeux de d'autres studios, à autre chose. Donc, on connaît ça aussi. Puis nous aussi, on choisit pas toujours les jeux auxquels on joue. Il y a forcément des intérêts qui sont liés à la période et au travail. Je n'ai pas osé vous déranger pour dire bonjour, nous dit Ticondrius. Ça, c'est une erreur fondamentale. Rassure-toi, les gens ont osé nous déranger. Souvent, d'ailleurs, le mot n'est pas bien choisi, de déranger. Il y a une personne, je crois que c'était dans un live avec Pénélope, qui a insisté pour nous dire bonjour et nous lancer une phrase en plein live. Et là, j'ai pas trop su quoi faire. J'ai regardé, bonjour. C'était quoi la phrase? Je me rappelle pas, parce que là, en plein live, c'est compliqué. Quand tu es en train de parler à quelqu'un d'autre, t'as que 2 oreilles, donc c'est difficile. Mais sinon, la plupart des gens ont été très respectueux, justement, des tournages, et parfois un peu timides, un peu trop timides, à ne pas oser venir nous voir. Vous étiez peut-être moins connus visuellement, physiquement. Oui. Voilà. On est dans les coulisses. Mais là, ça y est, là, vous passez sur l'émission. Donc, tranquillement. On fait nos petits trucs pour montrer ce qu'on aime faire puis ce qu'on a dans le ventre. Mais le but, c'est toujours de rester dans les coulisses et de mettre les jeux à l'avant. Je trouve que c'est quand même pas mal de se montrer. C'est ce qu'on fait, nous, comme travail aussi sur un monde de jeu, c'est de recevoir des acteurs, de montrer à quoi ils ressemblent,
pour que vous puissiez aussi, vous, les identifier et avoir du plaisir à les retrouver sur les salons, sur les festivals. Alors j'imagine que ce sera plutôt sur le nord de l'Amérique. Non, on vous voit un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a comme festival? Il y en a un l'été, là, depuis peu, à Montréal. Il y a le FLIM, qui est nouveau, fait par Etu Game, qu'on a été à la première édition et on va y retourner. Il y a Gen Con, qu'on va être là. Ouais. Il y a Canada Play, qui est un peu plus au niveau professionnel. Quoi d'autre? Il y a Game Over aussi, au Saguenay. Oui, qui est au Saguenay. Ouais. Il y a des petits trucs de proto-fest. Après, Nexmo va être présent dans les festivals PEL et compagnie, mais ça sera pas nous qui va être présents, mais nos équipes de la For Game ou de Asmodée France. Alors, bon travail à Brenda qui va travailler. Oui, bien sûr, je te prêterai le jeu, Brenda, évidemment. Si elle me demande si elle pourra jouer au jeu, bah déjà, tu joueras au chalet, c'est plus simple. J'ai passé 3 jours au Fige à déambuler et jouer, et pas une seule fois, je suis tombé sur le stand du MDJ. Bah, t'as pas visité tout le salon, parce qu'on était bien présents sur Cannes. Vous étiez caché ou je suis Miro. On était allée 4, ça veut dire que t'as pas été voir ni l'allée 1, ni l'allée 2, ni l'allée 3, ni l'allée... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, j'ai fait le tour 2 fois de l'étage où vous étiez, puis je suis jamais tombé sur le stand d'un monde de jeu. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai jamais vu. C'est vrai? Oui. Bah, alors par contre, on a vu beaucoup de personnes venir, parce que c'était un point de repère. Il y avait, tu sais, dans les grandes surfaces, les immenses grandes surfaces, des fois, tu as des points où on se donne rendez-vous pour retrouver quelqu'un quand on s'est perdu. Sur un monde de jeu, il y avait un petit peu ça, parce que très régulièrement, je voyais les mêmes personnes qui venaient prendre un café, discuter, partager un bon moment. On servait aussi à ça. C'est à cause du bois. Ouais, à cause du bois, et puis c'était un vrai plaisir. Oui, Aline, j'ai pris ton clavier. Aline me demande où est mon clavier. Quand je redémarre l'ordinateur, c'est une catastrophe. J'ai plus accès à rien et ce clavier-là est sans fil, donc je peux pas le récupérer. Il est juste là. Tu peux le débrancher et le rebrancher sur le tien. Pardon, j'ai oublié. Voilà, le clavier est reparti chez Aline. Je peux ? Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. On avait tout l'équipement, il a fallu le rebrancher là. Moi j'ai voulu vous dire bonjour, mais je me suis pris un vent, pas grave. On a pris vraiment un vent. Alors c'est pas volontaire, hein. Si tu t'es pris un vent, c'est qu'on devait courir entre deux trucs, parce qu'on a essayé, enfin on n'a pas essayé, on a du plaisir à vous croiser, vraiment. Alors faut insister dans ces cas-là. Les bornes étaient bien pratiques. Alors, on enchaîne avec ce all-in, on va en parler un petit peu quand même, puisqu'il est là juste devant nous. En quoi ça consiste all-in? On voit des cartes. C'est un terme de poker. Est-ce qu'il y a un rapport avec le poker? Ben, complètement, en fait. C'est vraiment un jeu de poker. Puis, en fait, les joueurs incarnent des personnes avec des pouvoirs psychiques. Donc, que ce soit des voyants, des mentalistes ou des oracles. En fait, c'est qu'on va utiliser nos pouvoirs pour jouer au poker. Donc, la phrase, en fait, qu'on se dit, c'est « Ici, les voyants jouaient au poker ». Qu'est-ce que ça donnerait? Donc, c'est all-in. Donc, ils utilisent leur pouvoir de prestidigitateur. Je pensais m'en faire jouer dans celui-là. Puis, en fait, ils se mettent au défi à savoir qui peut utiliser le mieux ses pouvoirs pour prédire l'avenir, lire dans la tête des autres joueurs. C'est un peu ça qui a inspiré l'idée, en fait. C'est le poker, déjà, on va essayer de lire dans la tête de son adversaire, essayer de prédire les mains de l'autre. Et là, on a littéralement des pouvoirs pour le faire. Et là, c'est de voir quel joueur va réussir à le mieux manier ces pouvoirs-là pour avoir la meilleure main. On fait ça 3 rounds. Et après 3 rounds, le joueur qui a le plus de runes sera déclaré le meilleur ou la meilleure oracle. Le meilleur oracle. Ouais. Regardez ces cartes comme elles sont belles. On recite le nom de l'illustrateur. Gardman, c'est ça? Dan Gartman. Je renverse tout. Là, oui, allez, dans la boîte, il faut faire attention. Il y a plein de jetons aussi à l'intérieur. Non, mais c'est magnifique. Vraiment, les cartes sont superbes. Parce qu'on pourrait... J'ai l'impression que c'est des cartes traditionnelles. On pourrait jouer avec un jeu normal. Oui, exact. En fait, c'est un peu ça l'idée, c'est d'avoir un repère au niveau d'un deck standard, donc de 52 cartes de 2 à As, avec 2 petites cartes runes qui remplacent des jokers. En fait, c'est pas des jokers dans le jeu, mais c'est vraiment la composition d'un deck standard. Puis on espère que les gens l'utilisent pour leur jeu de cartes traditionnel aussi. On s'est même très fortement inspiré des symboles, des couleurs aussi traditionnelles, donc trèfle, carreau, pique et cœur. On a conservé ça. Il y a un petit clin d'œil à ce niveau-là. Puis, on a vraiment tout conservé. Dan a créé des icônes
Puis quand il a fait un petit scarabée, on a trouvé que ça ressemblait tout de même à un carreau. Donc ça a inspiré l'idée de conserver les icônes de base d'un jeu standard. Avec quand même du bleu, hein. Là les cartes de scarabée, ouais, exact. elles sont de couleur bleue et pas de couleur rouge comme les carreaux traditionnels. Et c'est vrai qu'il y a des collectionneurs de jeux de cartes qui essayent, alors tout avoir c'est impossible, hein, dans les jeux de cartes il y a tellement de choses différentes. Là celles-ci sont vraiment très 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 chouettes, ça donne envie de l'avoir en collection de cartes. Il manque juste la petite boîte, tu sais, pour glisser les cartes à l'intérieur, le ressortir et l'emmener partout. Faudrait proposer en goodies. Ah ben c'est une bonne idée. On va noter ça. Pas sûr que ce soit une bonne idée, mais je la donne quand même. On va te créditer. Ah, ça c'est une bonne idée, ça va faire. Je sais pas si ouais, j'étais un peu hors champ, mais si jamais il y a un petit aperçu des différents Les figures, personnages. parce que les figures sont incroyables. Ouais. Ça discute toujours sur le chat du Festival de Cannes. C'est vrai qu'on revient tous de Cannes, donc on a tendance à rester dessus. Je revois les messages de Nounours qu'on aurait snobé, sur qui on a pris un vent. Alors ça dépend sur qui Nounours est tombé, en fait, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus alertes que d'autres. Moi j'ai tendance à être complètement dans, je sais pas vous comment vous vivez les festivals. Moi, dans le monde, je suis un peu ailleurs à chaque fois. Et je m'excuse toujours par avance en disant, mais des fois, je vois pas les gens. je suis très, très étourdi, très, très en l'air. Pareil comme moi, en fait. C'est vrai. Oui, je cours partout. Fait que... Oui, bah, c'est ça. Quand on court partout, on fait moins attention. Donc, si on tombe sur moi, ça peut arriver des fois que je sois tête en l'air. Quand on tombe sur Aline, Céline et d'autres qui sont beaucoup plus attentives que moi, je pense, elles gèrent un peu mieux, en général. Ça fait quoi d'avoir un jeu à son prénom Aline? Alors ça, on ne prononce pas comme ça selon les régions. Quand nous on dit Aline, vous ne comprenez pas ce qu'on dit. Quand on dit Oline, vous n'entendez pas bien. C'est vrai que les prononciations ne sont pas forcément les mêmes. On a un accent incroyable, nous, en anglais. Voilà, je regarde vos commentaires. Pardon pour cette petite minute de silence. Tout le monde se retrouve là ce matin sur le chat. C'est un plaisir de vous voir également débriefer également le Festival de Cannes. Alors, comment on joue? Est-ce que c'est possible de le pitcher rapidement ou Oui, complètement. Ouais. Donc, en fait, chaque joueur va avoir une main de 5 cartes. Donc, on se base sur le poker traditionnel plutôt que le Texas Hold'em, où on a 2 et on combine notre main avec le milieu de la table. Donc, c'est vraiment, on a tous et chacun 5 cartes en main. Puis, en fait, c'est qu'on va construire notre main au fur et à mesure qu'on va jouer. Donc, on va faire une action parmi 3. Puis, parmi ces actions, c'est carrément de jouer une carte sur la table. On effectue les effets. Puis selon les effets, on va soit connaître la main d'un autre joueur, voir ses cartes, aller chercher des cartes dans le marché qu'on appelle la rivière. Puis lorsque la rivière elle est pleine, ça déclenche la fin du round. Et c'est là qu'on rentre dans la phase de prédiction. Et pour la phase de prédiction, on va prendre nos petits jetons, les petits yeux, qu'on va placer devant le joueur qu'on croit qui a la meilleure main. Ça peut être nous-mêmes. Oui. Et puis là, on va dévoiler les mains. Et le ou les joueuses qui ont une prédiction qui est correcte va remporter le pot. Donc c'est ça la twist du jeu en fait. Dans le poker traditionnel, c'est la meilleure main qui va remporter le pot. Ah oui, c'est pas le poker. C'est basé sur le poker, mais c'est pas le poker. Exactement. Donc le poker, c'est simplement au niveau de la combinaison des mains et quelques petits clins d'œil ici et là que vous découvrirez. Mais en fait, la twist, c'est les prédictions, les joueurs ou les joueuses qui ont la boîte. qui ont fait une bonne prédiction vont se partager le pot. Et en plus, les joueurs vont rapporter des points selon la main qu'ils ont. Donc, il y a 2 façons de faire des points dans ce jeu. Donc, on a bien évidemment... Peut-être, c'est un peu occupé ici, on va faire un petit ménage. Alors voilà, vous avez la liste des valeurs. Les valeurs, ça, on les connaît bien en poker. C'est la paire qui vaut le moins, après c'est la double paire, puis le brelan. Donc ça, c'est les valeurs habituelles. Votre main, vous la choisissez pas, elle est tirée au hasard, comme dans le poker. Donc ça, il va falloir faire avec ce que l'on a. Mais comme on n'est pas que dépendant de sa main, mais aussi de ce qu'on arrive à lire de celle de ses adversaires, la gestion de la chance n'est pas le seul critère qui va faire la différence. Mais au poker non plus. Le poker est un jeu de chance dans la distribution, mais surtout un jeu de lecture. Il faut réussir à lire ce que les autres ont. Ouais, exactement. En fait,
le poker est... Moi, je suis un fan de poker à la base, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que c'est un peu plus accessible. Donc, comme tu l'as bien dit, au poker, c'est pas seulement de la chance, on va jouer avec la mise qu'on doit faire, essayer de faire peur, essayer de bluffer, essayer de jouer le joueur plus que les cartes. Tandis que là, ici, All-In permet de faire en sorte qu'on joue pas seulement qu'avec les probabilités. On va permettre aux joueurs d'utiliser des pouvoirs pour changer et faire évoluer la main. Puis en fait, c'est ça, c'est ces petites actions-là qui rendent le truc un peu plus accessible. Puis on espère que ça fasse un pont entre les fans de poker qui veulent forcer leur entourage à jouer au poker. Ouais, voilà, je m'inclus là-dedans. Je sais pas, je me suis toujours posé la question parce qu'on a eu le cas The Gang qui est sorti l'année dernière, auquel forcément Oli est nécessairement comparé parce qu'il y a des points communs sur la base du jeu du poker évidemment. Donc on a cet aspect-là, et beaucoup de joueurs disent oui mais c'est bien pour ceux qui n'aiment pas le poker. J'ai toujours eu un doute par rapport à ça. Je sais pas comment ça se passe pour All-In, mais là, sur la comparaison avec The Gang, il y a une différence qui est quand même fondamentale, c'est que l'un des deux jeux est coopératif et l'autre est compétitif, et ça change tout. Et je vous avoue que moi, The Gang, j'ai trouvé ça brillantissime, mais j'ai peu envie d'y jouer parce que j'ai pas trouvé les tables qui correspondent vraiment. J'ai pas le groupe en fait, hein, c'est un jeu de groupe. Quand on n'a pas le groupe, c'est plus difficile. Alors que All-In, du fait de l'aspect compétitif, ça me correspond un petit peu plus. Ouais, exact. Les deux en fait font très bien ce qu'ils font respectivement. Puis en fait, moi, j'adore The Gang, mais des fois, c'est vrai qu'avec certains joueurs autour de la table, ça peut être un peu difficile. Puis les personnes vont peut-être trouver ça un peu moins leur tasse de thé. Donc on espère combler cet aspect-là. Parce que les deux peuvent très bien vivre ensemble. On pourrait faire une soirée thématique poker, puis commencer avec The Gang, puis après ça, sauter dans All-In. C'est ce qu'on souhaite. Puis que les deux se tiennent la main. Je sais pas qu'est-ce que je dis, mais... Les deux se tiennent la main avec All-In et dans les prix. Et The Gang partent en vacances ensemble, ça serait une très très belle fin. On va regarder quelques images que vous nous avez ramenées. C'est des croquis, c'est ça? Ouais, exact. Donc, c'est les premiers balbutiements pour essayer de déployer la vision qu'est rendue All-In aujourd'hui. Donc... Ça, c'est toujours, on adore, hein, montrer les étapes intermédiaires de développement du jeu. Donc là, c'est l'illustrateur qui vous a proposé. Ça doit être super agréable de faire un jeu de cartes. Je me rends compte que moi, j'aimerais bien faire un jeu de cartes avec mon style très particulier. Ouais, ça m'amuserait. Hésite pas. Après, comment on imprime ça, je sais pas. Ouais, franchement, c'est un truc que peut-être faudrait que j'essaye. Ouais, donc comme on peut voir, au début, on se questionnait à savoir si on faisait un peu comme les jeux de cartes traditionnels, d'avoir les visages en miroir, en symétrie, mais on s'est dit que c'était un peu un gâchis d'avoir les personnages en tout petit. Donc, on voulait les avoir en plus grand. Et on se questionnait aussi au niveau du double sens de lecture des cartes, comme un jeu de cartes traditionnel, mais avec les pouvoirs sur le côté, qui ont un sens de lecture qui est prédéfini. Ça ne nous permettait pas d'avoir les cartes à l'envers, donc ça le fait. On a fait plusieurs tests, puis... ça fonctionne très bien. Ils sont très jolis aussi dans ce format-là, hein, le format... Oui. Là, on voit bien ce que ça donne, et puis le résultat, il est incroyable. C'est un illustrateur qui avait déjà fait quelque chose en jeu de société, parce que je ne connaissais pas son nom. En tout cas, je ne l'ai pas retenu. Non, moi non plus, en fait. Il a fait quelques jeux vidéo. Oui. Puis c'est un de nos collègues qui a repéré son profil, et vous irez voir son site ou son Instagram, mais on a vu son style, et on a dit, c'est ça, hein, c'est ça qu'on veut. Oui. Mais beaucoup d'illustrateurs auraient pu correspondre, mais c'est vrai que sur ce projet-là, c'est particulièrement réussi. Et Phil Walker Harding, l'auteur du jeu, est un auteur qu'on ne connaissait pas forcément sur ce type de jeu, mais il fait plein de choses assez différentes, hein, finalement. Je ne sais pas si je l'ai vu dans le narratif, Phil Walker Harding. Ouais, on connaissait pour Sushigo. Oui, Sushigo, Baron Park. Mega Lucky. Super Mega Lucky Box, un jeu à cocher. Ah ouais, c'est cool ça. Imhotep. C'est Phil Walker Harding sur Imhotep? J'ai un doute. Je ne sais pas. Est-ce qu'on dirait pas... Donc voilà, All-In, ça c'est votre actualité. Donc c'est pour le 13 mars, ça va arriver directement en boutique et je pense que vous allez être nombreux à le suivre. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui sont prévus chez... Plein de jeux. Chez Nexmo. Plein de jeux sont prévus chez Nexmo. Fait que si on y va en ordre chronologique,
Le prochain, c'est pas chez Nexmo, c'est chez Asmodee Kids, nos amis de chez Space Cow. C'est Azul Kids qui va sortir. Fait qu'on reprend un peu le draft de Azul qui est très connu. Et on va faire des mosaïques sur des animaux. Et une fois que l'animal sera complété, en fait, c'est là que l'enfant va gagner. C'est vrai qu'il y a des versions 2 joueurs de plus en plus. Enfin, 2 joueurs. Enfants, pardon. 2 joueurs aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est 2 joueurs enfants. Tiens, je vous ai ramené des mouchoirs si jamais il y a besoin. Non, c'est bon. Hop, ça sur le côté, s'il y a besoin. Parce que c'est vrai que là, les virus sont présents autour de la table. Je touche du bois, j'espère que je les attraperai pas. On va rester loin. Je me sens en forme, moi. Je me sens bien. Finalement, malgré ce festival. J'étais épuisé hier, mais là, ça va à peu près. Donc Azul a aussi droit à sa version enfant. Il avait le droit à sa version duel d'ailleurs. C'était l'année dernière, ça, la version duel. On attend le jeu de Roll and White sur Azul. Peut-être. Mais ça ne sera pas le prochain. Ça sera pas le prochain. Après ça, si on va vers SN, on va avoir un jeu qui s'appelle Melodies. Moi, je l'attends avec impatience. Que j'ai pas le droit encore de montrer. Ouais, mais j'ai pas joué, donc je veux y jouer. Moi, s'il y a moyen d'y jouer aujourd'hui, on va y jouer. Merci. On va pas dire non pour pas faire trop... C'est quel genre de jeu, Melodies? Fait que dans Melodies, en fait, on va être des amis qui ont envie de former un groupe de musique, mais on n'est pas très bon au début, puis au fil des performances, on va s'améliorer. Donc, on va avoir des meilleurs instruments, on va gagner en popularité, on va avoir des meilleurs fans, et on va se produire dans des lieux plus prestigieux. Fait qu'on va gagner de l'expérience, et c'est un jeu de coopératif de défausse, dans lequel on va défausser des cartes pour faire des notes qui vont permettre de compléter des chansons. Et en fait, pour gagner, il faut faire 3 chansons et pour la suite passer au niveau suivant. Ouais. Et on écoute de la musique pendant ce jeu? On peut. Mais il n'y a pas dans la mécanique du jeu. Puis c'est un jeu de Thomas Dagenet-L'Espérance, auteur des Cryptos. Et l'illustrateur, c'est... Vico Sanchez. Mais ça va être son premier jeu, c'est un illustrateur brésilien. C'est incroyable ce qu'il a fait. Incroyable. On salue nos collègues qui ont travaillé sur le projet. On a hâte de le découvrir également. Nous, on va pouvoir y jouer au chalet, nananaire. On aura la chance d'y jouer. Et par la suite, en 2027, en début d'année, on va avoir un jeu de Bruno Catala et Théo Rivière qui va sortir. Titre encore à confirmer. J'ai joué. Un jeu, Moi, j'ai eu la chance d'y jouer à celui-là. Oui. Et alors, c'est certains autres éditeurs, c'est ça qui est rigolo, c'est que souvent les jeux sont présentés à un éditeur en particulier qui le signe, mais aussi à d'autres qui ont eu l'occasion de le voir et qui ont essayé de le récupérer. Donc c'est vous qui avez gagné ce bras de fer incroyable entre les éditeurs. Et, et là, d'autres éditeurs qui, en venant enchaîner, m'ont dit c'est Nexmo, ils ont récupéré le prochain As d'or. C'est tellement ils sont convaincus que ce jeu sera un raz-de-marée. Ouais. Donc on est vraiment sur une mécanique inspirée du Scrabble, mais il n'y aura pas de lettres et un peu plus gamer. Que le Scrabble. Ouais. Mais oui, j'y crois beaucoup. On espère aussi, l'As d'or, on se mentirait de dire qu'on ne le veut pas. Ça, c'est incroyable. Alors, le plateau fait penser au Scrabble, le jeu, pas du tout. La mécanique de jeu, moi, ça m'a plus évoqué du Quirkle, ce genre de jeu-là, que du Scrabble. Mais ça va être très très chouette. Vous avez choisi le thème, là, ou c'est encore en discussion? Parce qu'il y a eu une période de réflexion sur le thème, je crois. Oui, le thème est arrêté. Ouais. C'est quoi? On a le droit de le savoir ou pas du tout? Je suis curieux. Non, on le dit pas. On le dit pas, c'est trop tôt. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'illustrateur de All In qui va l'illustrer. Ça devrait être réussi. Si c'est l'illustrateur de All In, il y a des chances que ça soit bien. Et pour finir, en 2027, je dis pas quand, mais il va y avoir une sortie Azul, même 2 sorties Azul. Et la seule chose que je peux dire, c'est que Azul va quitter le Portugal. Et ça va être un 2-5 joueurs qui dure 20 minutes, 8 ans et plus. C'est tout ce que je peux dire. Très bien joué, bravo. Même moi, je suis titillé, puis je suis dans le truc. C'est quoi? Alors, je continue à lire le drame pour Nounours 420 qui nous dit que... Donc, c'était bien moi qui ai squeezé Nounours 420. Je n'en ai absolument aucun souvenir, parce que je ne squeeze personne, moi, de base. Donc, c'est vraiment... Je me suis pas rendu compte, je pense, si c'est moi qui l'ai fait.
Je sais que je peux être tête en l'air, mais alors, je suis toujours je suis toujours impressionné, c'est qu'on me cite des situations où j'ai pas l'impression d'avoir participé. J'ai aucun souvenir de ça. Donc voilà, on a hâte de le découvrir ce jeu. Donc 2020, ça sera 2027 ? Ce n'est pas le Brésil. T'as regardé le Azul va au Brésil. 2027 pour le jeu de Théo et de Bruno ? Oui. Ouais. Début 2027. J'ai hâte. J'ai hâte de le découvrir également. Donc, il sera éligible pour l'As d'or 2028. Les As d'or sont déjà... Les autres éditeurs sont en lice aussi. Il y a des chances pour qu'ils sortent d'autres jeux sur cette période-là. Donc All-in est là, on connaît le principe, les autres jeux qui vont arriver. Il y a toujours de l'actualité sur les Azul. Vous êtes 3 développeurs donc chez Next Move. Toi, tu travailles déjà sur le prochain jeu, c'est sur lequel, toi ? Je suis sur le prochain Azul. Puis en fait, ce que j'aime beaucoup d'être 3 développeurs, c'est qu'on peut se relancer les idées. Donc oui, en fait, on est chacun attitré à des projets, mais on travaille pas en silo spécifiquement au niveau des tests. On va tester nos trucs, on fait notre petite présentation à la fin de la semaine, et là, on va dire « Ah ouais, c'est intéressant ce truc-là ». Et donc chacun va être quand même capitaine de son projet, si je peux dire ça comme ça. Mais on aime bien se challenger sur des trucs, parce que des fois, de toujours travailler avec des œillères comme ça, on peut manquer des trucs. Donc c'est le fun de pouvoir se challenger, non seulement à l'interne, mais aussi quand que le jeu sort. Puis un peu comme pour All-in, que tu l'as vu même des années avant que le jeu sorte. Donc ça permet d'avoir des commentaires et de se questionner sur des aspects du jeu qu'on n'aurait peut-être pas pensé au préalable. Ouais. Ok. Et tu travailles sur attitré, tu en as un à la fois ou tu en as plusieurs ? Parce que souvent les éditeurs me disent j'en ai 2 ou 3, un pour l'année suivante, mais d'autres qui sont déjà pour les années qui viendront derrière. Ouais, 2, idéalement pas 3, mais des fois ça peut arriver qu'on va en avoir 3 en même temps, où on peut être sur un aspect, des fois, il y en a un qui est plus au début, l'autre plus à la fin. Ce qui est bien, le fait d'être 3, c'est qu'on a chacun nos expertises. On en a un qui est très bon en fin de projet. Moi, je suis un peu meilleur en début de projet pour créer un peu l'univers ou essayer de penser à comment les trucs pourraient s'imbriquer ensemble. J'adore les thématiques qui expliquent la règle, si on veut. Souvent, tu expliques la règle et les gens font comme « Ah ben oui, c'est une évidence qu'on fait ça. » Donc, les trucs font du sens. Puis j'ai d'autres collègues que eux, c'est en fin de projet, il va jouer une partie et après une partie, il voit déjà qu'après 8 rounds, ce truc-là pourrait être brisé. Donc, il voit déjà sur la mécanique, vraiment, sur l'équilibrage du jeu. Exact. Sur Next Move, vous avez combien de... Est-ce que tu le sais déjà ? Parce que c'est une question qui parfois est très fluctuante. Étant donné l'avancement des projets, il y en a, c'est des pistes, c'est pas encore des choses qui sont sûres, mais vous sortez pas beaucoup de jeux par an. En général, c'est combien ? 2 maximum ? Ouais, ça va dépendre des années aussi. Des fois, au niveau des timings, on va essayer de se synchroniser avec des salons. Comme All-in, il aurait peut-être pu être prêt un peu avant, mais on a décidé de le sortir pour Cannes. On trouvait que ça fitait bien, si je veux dire. On va peut-être être environ à 3 sorties par année, dont une qui va être assurément Azul. Azul, oui, voilà, sur des extensions, des renouvellements du jeu. Oui. Et donc, 2-3 sorties par an. Est-ce que vous savez combien il y a de jeux qui sont en cours, qui sont vraiment labellisés Next Move, ça va sortir, ça c'est sûr. Là tout de suite, combien il y en a ? Parce que vous travaillez sur 2026, on les connaît forcément, 2027 déjà pas mal, a priori, on se doute de quel sera le listing de 2027, mais des fois vous avez des projets pour 2028, voire plus tard. Combien ? Ça c'est juste par curiosité. 2 ? Pour l'instant. Ouais. 2 ? 2. Qui ne sont pas encore annoncés, tu veux dire pour la suite, c'est ça ? Ouais. Ouais. Qu'on n'a pas encore commencé à travailler dessus, qu'on vient juste de signer. Vous en avez trouvé à Cannes ? Vous avez des auteurs qui viennent vous voir et qui vous présentent des choses, ou vous dites « Ah, celui-là, je le ramène ». Ouais, en fait, on travaille avec M. François, donc on le salue. Au niveau du sourcing, donc on source pour les 5 labels. Oui. Donc en fait, ce qui est cool, on est tous dans une même pièce et là on peut se dire ok, toi c'est plus pour Next Move, toi c'est plus pour... Ah, il y a ça doit être trop bien. La table ronde quoi. Vous êtes là, à votre place de chevalier de la table ronde à 6 places. Ouais, c'est des grosses journées, mais ça explique ma voix. Mais ouais, on discute puis on se challenge sur quel jeu pourrait fitter avec telle marque. Et on rencontre des auteurs et des gens vraiment passionnés. C'est comme du speed dating
d'auteurs. Donc, ils rentrent, ils font leur pitch et on essaie de se retenir pour pas tout prendre. Donc, on est obligé d'être super tranché sur des trucs, mais on voit une tonne de... Puis d'année en année, le niveau augmente sans cesse. Des fois, il y a des trucs qui arrivent avec des super maquettes, des trucs imprimés en 3D, imprimantes au laser. Donc, c'est vraiment impressionnant de les voir à chaque année nous proposer des trucs. Des fois, on en revoit des trucs qui ont évolué. On challenge des trucs. Donc, Et ça se chamaille entre les différents labels? Est-ce que des fois, sur certains jeux, tu vois, par exemple celui de Théo Rivière et Bruno Catala pour 2027, est-ce que là... il faut jouer des coudes pour récupérer le jeu avant les autres studios. On se chamaille des fois gentiment, tout le monde veut le faire, ce projet-là. Mais on va au final choisir le label avec lequel ça fit vraiment le mieux, puis que les gens ont le plus d'affinité. Au final, c'est l'auteur aussi qui choisit. Oui, ouais, quand même, des fois, on va voir un fit, il va choisir plus un label versus un autre. Ouais, c'est vrai. Oui, mais... Tu vois, au sein de l'App Organ, on pourrait se dire que bon, ça sera Roboprod ou ça sera Next Move ou Space Cowboy qui fait le jeu, c'est annoncé comme ça à l'auteur, et que lui il choisit entre Lab4Game et je sais pas moi, d'autres éditeurs à côté. Oui, mais ils ont le droit aussi de soumettre leurs préférences. Ouais. Moi, je me souviens, une journée, il y avait un des développeurs qui avait un proto, mais il le cachait dans son dos pour pas nous le montrer. Il dit « Ah oui, moi aussi, je n'ai repris un. » Puis ça avait tout pris pour lui tirer les verres du nez pour qu'il nous montre son proto, mais finalement, on va voir avec qui ça va aller. Mais c'est toujours très drôle de voir les trucs dans les débuts, puis on pourrait pas croire que ça va devenir un truc, ou des fois on se trompe, mais c'est vraiment cool de voir les petites étincelles. On est surpris à jouer à autant de jeux, puis des fois de toujours avoir le petit coup de cœur d'un projet quand on le voit en premier. Donc. Ça discute bien sur le chat, parce que là aussi, vous revenez de Cannes et vous avez du plaisir à échanger, comme nous, sur tout ce qui s'est passé pendant cette semaine de folie. Je vois que Baron Sink, c'est Eric Jumel, Baron Sink, si Pierrot se demande qui est caché derrière ce pseudo. Pardon, je ne sais pas s'il fallait que je le dise, mais je donne les infos oralement. On a Guillaume qui pose une question totalement innocente. En marketing, quel est l'avantage de laisser les projets secrets, de laisser secrets les annonces, nous demande-t-il. Sur un projet, j'imagine que tout est déjà protégé, qu'on ne peut pas se faire piquer l'idée, donc pourquoi pas communiquer plus tôt? Ce sera pour toi, cette question. Ça dépend des projets. Il y a des projets qui, en fait, oui, il n'y a aucun intérêt, puis il y en a d'autres que oui. Comme à Azul aussi, on veut un peu créer l'effet de surprise des fois, que tout soit prêt. Parce qu'en fait, si j'en parle aujourd'hui, en fait, je contrôle un peu moins le narratif. Il y a des trucs encore qui vont changer. Fait qu'il y a des jeux que c'est moins important que d'autres, puis il y en a quand c'est des marques quand même assez emblématiques. C'est là où on va un peu plus garder, contrôler le narratif et quand est-ce qu'on communique et qu'est-ce qu'on communique. Ouais. Et puis, vous êtes combien sur le marketing chez Next Move? Moi, plus un graphiste marketing qui est encore en recrutement. D'accord. Mais on travaille beaucoup aussi avec les autres marketing managers chez Lab4Game. Ouais. Au global, dans l'équipe marketing, on est peut-être une dizaine chez Lab4Game. Oui. Ouais. Et puis donc de ce fait, comme vous n'êtes pas forcément très très nombreux, en tout cas chez Next Move, j'imagine qu'il y a aussi un ordre dans lequel vous pouvez faire les choses sérieusement. Si vous communiquez sur tous les jeux en même temps, c'est peut-être plus compliqué humainement. Oui, c'est ça. À la fin... il y a 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine, et fait qu'on peut pas tout faire en même temps. Fait que c'est aussi, on essaye de... C'est pour ça qu'on sort pas tous nos jeux dans la même semaine ou dans le même mois, parce que sinon l'un va empiéter sur l'autre. Puis c'est sûr, quand on a des gros titres forts comme Azul, c'est sûr que ça risque d'éclipser une nouveauté, puis on lui donne pas la chance de se faire connaître. Même si pour nous, joueurs, ça change pas grand-chose, effectivement, on pourrait parler de tout simplement... J'imagine qu'en termes de travail et d'orchestration de cette communication, la répartition des charges nécessite aussi un étalement dans le temps. Ça, on l'a bien compris. Vous avez prévu des choses... Tu vois, il y a des choses qui t'excitent dans la communication sur un all-in, par exemple. Tu te dis, ça, on va faire ça, ça va être trop bien. Il va y avoir cet événement, cette façon de le présenter, cette idée originale que je veux surtout pas partager là tout de suite parce que d'autres vont me le piquer. La carte à gratter, c'était un peu ça. Ça a été beaucoup de travail parce qu'il fallait réfléchir à 8 prix différents, 8 goodies. Et du travail d'illustration là-dessus. Oui, il y avait, c'est en fait comme quand tu n'as jamais illustré une carte à gratter, en fait, il faut que tu trouves un peu comment que ça se fait. Fait que c'était un long processus. Commander aussi toutes les goodies dans toutes des usines différentes, parce que les personnes qui font des
des sous-verts, des sous-bocs, c'est pas forcément les mêmes qui font des marque-pages. Fait que ça a été beaucoup aussi de coordination, sachant que nous, on est basé à Montréal, mais on envoie tout chez RepoProd qui est là où que notre équipe événementielle réside. Fait que ça n'a pas été si simple. C'est une idée qui est venue en une seconde, mais en fait, ça a été plus complexe à mettre en place. On a Pierrot qui nous dit aussi sur le chat que le fait de parler tôt, c'est aussi un moyen, paradoxalement, de se protéger, puisque comme le jeu est connu, s'il venait à être copié, ça paraîtrait un petit peu... là, ça paraîtrait évident que la copie a eu lieu. Donc le mot en parler tôt permet ça, justement. Nous d'ailleurs sur le jeu qu'on a présenté sur Cannes, le mot croisière, on était ravis de le présenter déjà sur Cannes, le mettre en avant aussi parce que ce jeu il est finalisé en termes de règles, c'est un peu tôt nous pour notre communication, mais ça permet de dire il existe et ce sera celui-là. C'est à nous. Voilà. On va terminer cette matinale. Je sais que vous discutez entre vous beaucoup et vous avez plaisir à débriefer le Festival des Jeux de Cannes. Je pourrais faire durer cette matinale pendant 5 heures pour vous laisser l'occasion. Il y a tellement de choses à se raconter. On a tellement envie de se repasser les images de Cannes et de partager tous les bons moments qu'on a passés ensemble. On va la terminer quand même par une minute culturelle. Vous avez des choses à partager avec nous pour tous ceux qui peut-être aujourd'hui végètent dans leur canapé ou dans leur lit et font durer. Est-ce que vous êtes dans votre lit déjà? C'est le moment de partager justement des conseils de choses que l'on peut faire sous la couette. Attention, tout bien tout honneur. Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui nous suivent? Qui commence? Je crois que c'est moi en premier. Ouais. Fait que c'est une série québécoise qui s'appelle Empathie, Ouais. avec l'actrice Florence Delompré, un acteur que j'ai oublié son nom, mais un acteur français. C'est Thomas Gijol, si je reconnais son visage sur cette image. Une super bonne série qui est touchante, mais à la fois assez cocasse, et dans lequel, en fait, on a le personnage principal de Florence Lompré qui va être une psychiatre, dont l'histoire va se passer dans un hôpital psychiatrique où il y a des personnes qui sont incarcérées, qui ont commis des crimes, mais qui ont des troubles mentaux. Puis, en fait, je trouve que le titre de cette série est super évocateur parce qu'en fait, au début, quand on va commencer cette émission-là, on va être vraiment plus dans le jugement, mais au fil qu'on apprend à découvrir les personnages, leur histoire, comment ils se sont rendus là, on a beaucoup plus d'empathie envers ces gens qui sont malades, en fait. Ouais. Puis à travers la série, on apprend aussi à découvrir l'histoire des deux personnages en parallèle, qui est disponible sur Canal+ en France. Canal+ en France, et au Québec, vous regardez ça où? Crave. Ça s'appelle une plateforme de streaming canadienne. Ok. On ne connaît pas, forcément. Mais il y a Canal+ non, du tout. Donc forcément, c'est distribué autrement. Je ne la connais pas. En fait, je l'ai vu passer effectivement peut-être quelques annonces et je ne l'ai pas regardé. Là, vous me créez des envies. Je vois Ludovic Maublanc premier sur le Québec systématiquement qui nous dit « Waouh, très bonne série. Super série en effet. » Steve de l'Alchimie du Jeu qui nous dit « Excellente cette série sur Canal. Trop bien Empathie. Fred on the Net. » Alors, je suis à la ramasse. Je sais ce que je vais faire dans les prochains jours. Interdit de jouer sans moi, j'arrive, nous dit Rachel, elle va débarquer rapidement. Sa première série, Audrey est revenue, est brillante aussi, nous dit Purple chez Oui. Bon, je me note ça, ça c'est sûr que je vais regarder. Parce que, en plus, c'est humoristique comme série, donc ça se... Je dirais pas que c'est une série humoristique. Ah ouais? Je dirais que c'est un peu plus dramatique, mais avec des touches d'humour. Puis en fait, dans comment que c'est amené, il y a des moments très drôles, mais c'est quand même assez bouleversant. Ah d'accord. Tu vois, mais c'est du fait de l'acteur Thomas Gijol qui est présent et qui est plutôt un rigolo. Mais en fait, c'est pour ça, lui, en fait, c'est ce que j'ai entendu dans une entrevue, quand il allait faire cette série-là, en fait, lui, il pensait pas que ça allait revenir en France. Il pensait que lui, il s'en allait au Québec justement pour sortir de sa zone de confort, essayer des choses différentes. Puis en fait, ça a eu beaucoup de succès, puis ça a traversé l'océan. Là. D'accord. Empathie, donc c'est le premier conseil de Philippe pour cette matinale. On a la bande-annonce et tout ça, vous pouvez retrouver ça sur le site. Et alors, quel est ton conseil à toi, Pierre-Olivier? Moi, c'est une série que j'ai découvert il y a 1 an ou 2, Devil's Plan. Je ne sais pas si vous, c'est sur Netflix. Mais je connais pas non plus. C'est une série, moi, je vais dans un autre pays totalement. C'est en Corée.
En fait, donc c'est un peu comme un Big Brother, mais de jeux de société. Donc, tu disais tantôt, qu'est-ce qu'on fait quand on joue pas à des jeux? Ben, on regarde des séries sur des jeux. Mais c'est des vraies personnes qui sont vraiment... Oui, exact. C'est pas du AI, c'est vraiment des vraies personnes. Puis c'est une télé-réalité, en fait. Donc, une télé-réalité aussi que je cherchais. Ils sont tous dans une maison, puis ils vont se challenger, et à la fin, celui qui va rester, il va remporter une cagnotte. Puis en fait, comment c'est fait, c'est que il y a des jeux ils vont jouer tous ensemble pour augmenter la cagnotte. Puis après ça, ils vont faire des jeux où est-ce qu'ils vont devoir s'éliminer. Puis chaque joueur a une petite bourse avec des jetons dedans qu'ils vont gagner à chaque jeu. Et à chaque jour, le joueur avec le moins d'argent dans sa bourse est éliminé. Donc il y a vraiment comme c'est très très malin, ça, comme idée. J'aurais aimé avoir cette idée parce que... Ouais, ça, c'est super bien. J'imagine que c'est réalisé... C'est sur Netflix, donc c'est réalisé de manière bien supérieure à ce que nous, on pourrait faire, mais c'est très l'idée est grandiose. Ouais, c'est très grandiose. Ils ont vraiment bien amené ça. Puis en fait, le truc que je m'attendais pas, c'est qu'il y a des intrigues qu'on découvre au fur et à mesure de la série, donc je veux pas trop rien spoiler ou divulgacher. Je vais voir ça aussi. Tu adorerais, Martin, nous dit Damien. Bah, il faut que je vois ça. C'est disponible en France, Damien, ou alors faut passer par un VPN? C'est à l'épreuve du diable, le titre en français. En français, ouais. Oui, c'est disponible, très bien. Je vais regarder avec intérêt. Et quels sont les jeux auxquels ils jouent? Il y a des jeux de société modernes ou alors c'est des jeux qui sont vraiment adaptés pour... Ouais, c'est des jeux qui sont adaptés, puis des fois on sent des références. Donc, le truc que je peux te spoiler, le premier épisode de la première saison, ils vont jouer à une sorte de variante de loup-garou. D'accord. Avec des rôles cachés et tout ça. Et tu vois tout de suite les personnalités des gens avec leur background. Tu sais, t'en as que c'est des avocats, c'est tous des gens avec un QI vraiment super élevé. Ah bah j'aurais ma place. Puis tu vois comment que les trucs vont se déployer. Puis des fois, il y a des jeux vraiment brillants. Ils vont trouver une façon de briser le jeu. Puis des fois, les gens qui ont créé la série, chapeau aux jeux avec lesquels qui ont conçu, parce que des fois, c'est des idées de génie. Ouais, c'est vraiment... Bref, j'en dis pas plus. Là, c'est vraiment... Mais des fois, dans les épreuves aussi, il y a une composante très sociale. Il y a des clans qui se forment, des alliances. C'est pas juste être performé au jeu, mais des fois, tu as aussi besoin... tu peux nuire à des gens ou tu peux avantager des gens. Fait qu'il y a aussi... c'est comme un peu un mix entre une télé-réalité et un jeu télévisé aussi. D'accord. Ouais. C'est oui, comme souvent sur ce type de plateforme. Hein, on a souvent ce type d'approche. Je vois que tu es le seul de l'équipe à ne pas l'avoir vu, nous dit Damien. Bah alors, je fais cette rubrique à la fin des émissions pour qu'on me fasse des conseils. Il faut que j'attende 2 saisons pour que quelqu'un me propose cette série-là. C'est ça le problème aussi. Vous me conseillez rien. Sous prétexte que je snob les gens dans les festivals, les gens ne me font pas de conseils, ne m'adressent pas la parole. Super. Non, mais je n'ai jamais entendu parler. Ah, tant mieux. Merci pour ces 2 conseils, parce que c'est deux sujets, 2 séries que je vais regarder avec beaucoup de plaisir. Je sens. J'arrête les émissions, je regarde la série. On sent tout de suite les joueurs malins, nous dit Dame de Cœur. J'imagine qu'il y a du montage aussi là-dessus qui fait qu'il y a une mise en scène. Oui. C'est réécrit par le monteur. Oui. Puis en fait, ils finissent tout le temps l'émission un peu en suspense et en fait, faut qu'ils regardent l'autre. Puis c'est quand même des longs épisodes, hein? C'est 1h30, des fois, c'est variable. 50. Ah oui, quand même. Ouais. J'aime aussi le montage quand il explique les jeux. Il y a des petites animations qui expliquent vraiment, parce que des fois, c'est très, très, très dense. Quand il explique le jeu de loup-garou, il explique tous les rôles, toutes les variantes, que tu peux appeler à un endroit pour divulguer des trucs. Donc, le montage est super bien fait. Puis, ce que j'apprécie beaucoup de cette série aussi, c'est qu'ils font comment je dis en français, des replays d'une situation. Donc, il va arriver un élément, puis ils vont tout réagir, puis ils vont le faire d'un autre angle, puis ils vont réagir. Puis je trouve ça vraiment drôle qu'ils font des replays. Je pense que c'est très coréen, parce que j'avais écouté une émission de cuisine coréenne sur Netflix, puis à chaque fois qu'il arrivait quelque chose de surprenant, il répétait 3 fois, il mettait 3 fois la réaction dans des angles différents. Je pense que c'est très coréen. Ils ont tout copié sur l'infographie des On explique et on joue. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Rachel me dit qu'Empathie avait déjà été proposé par un invité. Il me semblait bien qu'on en avait déjà entendu parler d'Empathie, effectivement. Mais ça devait pas être un invité intéressant, parce que sinon j'aurais déjà regardé. Je me souviens plus. J'oublie beaucoup de choses, hein, quand même. Je vais suivre tout ça avec intérêt. Ça nous fait plein de sujets à reparler. Et c'est vrai que le montage est
capital parce que la série, je sais pas si vous l'avez vu, Le Loup-garou qui a été diffusé par Netflix. Moi, j'ai pas. C'est très le chouette. film? Non, le film, je vous le déconseille. Mais le. Nous, la série n'est pas disponible C'est sur dommage. Netflix au Canada. C'est sur Canal+ en France, donc après, il faut trouver une plateforme qui la rediffuse. C'est aussi un format un peu télé-réalité, donc réalisé avec des vrais joueurs, et superbement monté. Parce que les parties, la première avait l'air très chouette, la deuxième, quand on se refait le film dans l'autre sens, tu te dis, finalement, elle n'est pas terrible, il s'est pas passé tant de choses géniales dans cette partie-là, mais le montage est tellement réussi que le spectacle, pour ceux qui regardent, est vraiment chouette en réalité. Donc l'importance du montage sur ce type de format-là, c'est capital. C'est comme un peu la série Les Traîtres. Oui. Je sais pas si vous connaissez. Ça, j'ai jamais regardé, mais oui, je connais. Mais Oui. c'est un peu le même principe, la grande musique mélodramatique créée. En fait, tu regardes une télé-réalité, mais tu as l'impression quasiment que c'est un film, comme de la manière que c'est monté. Il y a des moyens là-dessus. On aimerait bien faire des choses comme ça, mais il faut avoir l'équipe pour tourner, pour mettre en scène et pour monter. Le boulot qu'il y a sur ce genre de choses, c'est bien que ça existe sur de grosses plateformes également. Je crois que c'est la fin de cette matinale. Il est 9h13. Nous, on va jouer à des jeux de société, c'est super. Je vais finir d'installer. Merci d'avoir essuyé les plates, parce que là, la réinstallation, on se rend compte de tout ce qu'on a oublié au début de la vidéo. J'espère que vous ne l'avez pas trop vu, mais j'avais plein de choses à retrouver pour rebrancher mes appareils. Surtout, je ne me souvenais plus de comment je les avais branchés. Il y en a certains, celui-là, par exemple, je ne savais plus qu'il était branché comme ça. C'est la fin de cette matinale. Demain, je pense qu'on fera les sorties avec Rachel. Les sorties de la semaine, parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Jeudi, on retrouvera Pénélope. On verra dans quel état de forme elle est après ce festival international des Jeux de Cannes. Et on n'a pas d'invité spécial vendredi, donc on se fera une petite matinale interne. Voilà pour le programme de cette reprise d'un monde de jeu. Reprise tranquille. Et passez tous une très bonne journée. On se retrouve demain. Bonne journée à tous.